On vient de voir comment les Allemands passent leur temps à torpiller le nucléaire français et à tout faire pour que la France ne propose pas un prix de l'électricité avantageux. Et on va voir que tout ça est en train de profiter aux Américains, qui sont en train de mettre la main sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, que ce soit en gaz, mais aussi, vous allez le voir, en électricité, puisque, à force de torpiller le nucléaire, eh bien, en Europe en tout cas, ça laisse la porte ouverte à d'autres pays industriels qui proposent des solutions dans ce domaine. Donc ça va être le sujet du jour. On commence justement sur le gaz, où dès 2019, les États-Unis imposaient déjà des sanctions contre le gaz russe avec Nord Stream 2. Donc un projet qui prévoyait de doubler les livraisons de gaz naturel vers le vieux continent, et en particulier vers l'Allemagne. Washington est fermement opposé au projet Nord Stream 2 qui doit permettre à la Russie de livrer directement du gaz vers l'Europe. Trump a promulgué le 20 décembre 2019 une loi imposant des sanctions aux entreprises liées à la construction controversée du gazoduc en mer Baltique. Par principe, l'Union européenne s'oppose à l'imposition de sanctions contre des entreprises européennes se livrant à des activités légales. En fait, il s'agissait de... Bon, en gros, ils n'étaient pas contents ils estimaient que ce projet allait créer une influence trop forte de la Russie sur l'Europe. Et parmi ces entreprises européennes, parmi les entreprises actionnaires, donc c'était 50% financé par Gazprom, et l'autre moitié était financée par 5 entreprises européennes, OMV, alors ça je sais pas, ça doit être allemand je crois, Wintershall, Engie, Uniper et Shell. Donc là-dedans, il y a le français Engie qui avait foutu 2 milliards dans la construction de Nord Stream 2. Et quelques années plus tard, donc, on se retrouve avec Papy Bidon, dans un contexte de pré-guerre en Ukraine, puisque cette interview date de début février 2022, donc une vingtaine de jours avant l'invasion russe en Ukraine. Et voilà ce que Papy Bidon nous expliquait. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Et voilà, donc Papy Bidon qui te dit on va mettre fin au projet Nord Stream 2, mais vous avez rien à voir avec ça en fait, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne et quelques sociétés européennes, donc on va y mettre fin. Et effectivement, le gazoduc s'est transformé en étant le plus gros jacuzzi de l'histoire, 500 mètres de diamètre, de bulles au milieu de la mer Baltique. Donc c'est un jacuzzi mais non chauffé. Peut-être qu'il fallait venir avec son briquet, mais là, je pense qu'il y avait quand même un petit risque. Bref, le gazoduc a fait des bulles, donc ils ont pété le Nord Stream 1, que vous voyez ici en bleu. Donc tout ça allait en Allemagne, Nord Stream 1 qui a pété ici, et puis Nord Stream 2 qui était prêt à fonctionner et à rentrer en service, et qui a été largement saboté, il y a eu des petites fuites. Voilà, bon. Allez savoir qui s'est amusé à ça. Ça doit être un coup des Russes qui ont cassé leur propre gazoduc. Ils ont la vanne, en fait, à l'entrée du champ pétrole de gaz. Ils peuvent la fermer. Mais non, ils ont cassé leur propre gazoduc qu'ils ont payé à 50% et qui était un moyen de pression colossal sur l'Allemagne pour l'empêcher de prendre des sanctions. Donc non seulement ils ont pété les gazoducs, mais les États-Unis qui achètent très peu de gaz, même quasiment rien, je crois, à la Russie, eh bien ils ont forcé les Européens à prendre tout un tas de sanctions, les mêmes que eux, sur les énergies, sur le charbon, sur le pétrole et sur le gaz russe. Évidemment, eux, ils en achetaient pas, ils en ont rien à faire. Mais pour l'Europe, ça a été une catastrophe économique. On se souvient de Tesla qui voulait s'installer en Allemagne, ils ont regardé, ils ont dit mais en fait là, le prix du gaz en Europe devient complètement zinzin, ça va devenir compliqué d'avoir une entreprise industrielle qui utilise du gaz en Allemagne. Et puis par ailleurs, les États-Unis avaient eu une politique assez agressive sur les subventions aux bagnoles électriques, puisque les voitures, les subventions étaient réservées aux voitures produites aux États-Unis. Tandis qu'en Europe, les subventions étaient pour toutes les voitures électriques, où qu'elles soient produites dans le monde, au nom de la clause de non-discrimination, ça c'est la mondialisation heureuse. Donc, Elon il se dit,
je peux installer mes usines en Allemagne, payer extrêmement cher mon énergie et être privé des subventions aux États-Unis, ou alors je l'installe aux États-Unis, j'ai un prix 7 fois moins cher pour le gaz, j'ai accès aux subventions aux États-Unis et en Europe, je peux réexporter mes véhicules. Bon, ben ça a été vite vu, il a plié boutique, il est allé mettre son usine ailleurs. Donc ça fait partie des guerres économiques que les États-Unis sont en train de nous mener. Donc, comme le gazoduc a pété, forcément, les exportations de gaz se sont écroulées en 2022. D'autant qu'après, il y a eu des sanctions sur le gaz exporté par gazoduc, à l'exception de quelques pays. Bon, bref. Donc en 2022, effectivement, il y a un effondrement des ventes de gaz. Alors, pas autant que ce qu'on pourrait imaginer. C'est seulement 25% d'exportation en moins. Mais dans le même temps, les exportations de pétrole ont augmenté de 7,6%. Gros succès des sanctions européennes et des embargos contre les énergies russes. Donc évidemment, la Russie s'était tournée majoritairement vers l'Inde et la Chine, et puis il y a tout un conduit qui est en train d'être installé du nord de la Russie vers la Chine pour vendre directement le gaz à la Chine par gazoduc, et ensuite ils en auront plus rien à foutre de vendre du gaz à l'Europe. Si les Européens ont quasiment arrêté d'importer du gaz russe par gazoduc, ils continuent d'acheter en moindre quantité du GNL issu des nombreuses réserves russes et transporté par voie maritime sur des méthaniers. Ces exportations dans le monde entier ont augmenté de 7,9% l'an dernier. Et si ça n'a pas été davantage, c'est simplement parce que... Ah merde, j'ai oublié de couper la musique. À la boulette. Bon, c'est pas grave. Donc s'il n'y a pas eu davantage d'exportation de GNL, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de bateaux et de terminaux gaziers. Ça avait créé tout un problème d'ailleurs en Europe. Malgré la guerre en Ukraine, donc, les importations françaises de gaz russe ont augmenté de 40%. Parce que tout simplement, l'Allemagne a eu la bonne idée de ne créer aucun terminal de regazéification du GNL. Ils ont tout misé sur les gazoducs et ils se sont retrouvés comme des glandus en étant dépendants du gaz pour leur industrie et pour leur production d'électricité. Mais ils n'avaient plus rien pour le recevoir et donc ils sont passés par des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la France, qui ont ensuite réexporté une bonne partie de ce gaz vers l'Allemagne, puisque nous, on n'en utilise pas tant que ça. Voilà, la Russie reste le deuxième fournisseur de gaz de la France. On comprend pas, il y a un embargo européen sur le pétrole russe, mais il n'existe pas pour le gaz, mais quand même, enfin, il faudrait pas. Et donc, officiellement, Paris annonce uniquement faire affaire avec une société pétrolière privée qui ne serait pas sous l'influence du Kremlin, contrairement à Gazprom. Voilà, on t'explique aussi que Total a annoncé en mars dernier que que la multinationale française possède 20% donc des actions de Novatek, cette fameuse société privée, et qu'elle est engagée avec cette entreprise pour 25 ans. Ici, on nous donne aussi une information intéressante. Novatek dispose également d'une facilité dans l'un des terminaux méthaniers français. Cette situation lui donne le droit d'y transférer ses cargaisons de gaz liquide vers d'autres embarcations et lui permet de libérer ses navires brise-glace indispensables dans les mers du Nord, d'où est expédié le GNL russe. Et donc là, c'est une information intéressante puisque on va commencer à parler du projet Arctic GNL 2, dont la France avait choisi, de ne pas financer. Voilà, 1er décembre 2021, donc un an et quelques avant le début de la guerre en Ukraine déjà, la France s'était dit non, on va pas participer au financement de ce truc. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un projet qui consiste à créer des terminaux de transfert pour libérer les méthaniers brise-glace le plus vite possible, transférer la cargaison dans d'autres méthaniers conventionnels et qui feront ensuite les expéditions un peu partout dans le monde. Et de cette façon, on raccourcit le trajet des brise-glace qui n'ont pas allé jusqu'en France pour faire le transfert. Et ces brise-glace vont pouvoir faire plus de rotation, donc expédier plus de volume. Donc l'idée, c'était de créer des grosses installations juste à mon avis à la sortie des zones nécessitant un brise-glace. Et la France a dit non, on va pas financer, donc même si Total est partie prenante du projet, ils avaient dit la BPI va se désengager du projet, et puis on interdit aux banques françaises de financer ce truc, blablabla. Et tout ça, c'était sous la pression d'ONG, officiellement, qui ont bataillé au nom de l'écologie, avec les Amis de la Terre. C'est de la connerie, comme d'habitude, mais bon. Ça ne sert absolument à rien ce qu'ils ont fait, puisque le projet se fait quand même. Voilà, Technip qui a d'ailleurs été dans la sauce à cause de ce projet là au début d'année, puisqu'il y a eu des sanctions.
Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions radicales à l'encontre de la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Si je vous ai parlé de ce projet, c'est parce qu'on est ici le 2 novembre 2023, donc c'est tout frais, et on nous annonce que les dernières mesures en date visent une entité majeure impliquée dans le développement, l'exploitation et la propriété d'un projet de grande envergure en Sibérie, connu sous le nom Arctic LNG 2. Donc ces fameux terminaux de transfert, en fait, pour passer d'un brise-glace à un bateau conventionnel et maximiser les exportations. Donc le truc devrait bientôt commencer à exporter, et on ne sait pas exactement quelle quantité de GNL russe sera bloquée par les nouvelles mesures. Novatek a déclaré en septembre qu'il commencerait les livraisons au début de l'année prochaine. Donc, les sanctions ne servent à rien, visiblement. Évidemment, on rappelle que les États-Unis, eux-mêmes gros producteurs de GNL, exportent vers l'Europe. Ils passent leur temps à essayer de réduire les exportations de GNL de la Russie vers l'Europe. Une fois de plus, il s'agit de couper l'Europe d'un fournisseur d'énergie abondant et pas cher et à côté de chez soi, pour le remplacer par les produits américains. En conséquence de quoi, les importations de GNL en Europe ont bondi de 63% en 2022. Le gaz qu'on ne prend plus par gazoduc, on l'achète ailleurs. Alors ça c'est d'un point de vue mondial, le marché a gagné 6% en volume et 100% en valeur. On se souvient que les Européens ont essayé d'acheter tout le GNL possible et imaginable à n'importe quel prix, tellement ils chiaient dans leur froc de ne pas en avoir assez cet hiver et de devoir gérer les pénuries, notamment les pénuries d'électricité. Donc tout ça nous a coûté un pognon de dingue et ça a créé des pénuries d'ailleurs dans certains pays comme le Bangladesh ou le Pakistan qui se sont retrouvés, eux, avec des coupures d'électricité puisque leur centrale à gaz n'était plus approvisionnée, ils n'avaient plus les moyens. Alors, même si le volume a augmenté de 6% et qu'en Europe, c'est 63% de hausse en 2022, le grand gagnant de cette histoire, c'est évidemment les exportations américaines qui ont augmenté de 143% par rapport à 2021. Ils sont vraiment en train de tirer leur épingle du jeu, si bien que les États-Unis ont fourni plus de la moitié des importations de GNL vers les pays d'Europe, un boom qui au passage lui a permis de devenir, au cours du premier semestre, le premier exportateur mondial de GNL, damant le pion à l'Australie et au Qatar. Et on voit d'ailleurs que les autres fournisseurs de GNL, c'est le Qatar, l'Égypte, Norvège, Angola, et puis il reste encore un petit peu de Russie dans l'affaire. Donc on nous explique aussi que la Chine est en train de tirer son épingle du jeu avec ça, puisqu'elle a raflé la plupart des contrats de fabrication de nouveaux méthaniers. Il semblerait qu'il y ait une demande pour ce type de bateau en ce moment. L'Europe est en train de se saigner économiquement pour acheter du gaz chez les autres, avec des bateaux qui seront fabriqués chez les autres. Parce que même le GNL américain, il me semble, non seulement est beaucoup plus polluant que le gaz russe, acheminé par gazoduc, mais il était aussi 3 ou 4 fois plus cher, officiellement, parce qu'après il peut y avoir des contrats, etc. Le gaz russe était vraiment vendu une bouchée de pain aux Allemands à travers les gazoducs Nord Stream 1, et 2, ça aurait été pareil. Et là, ils le payent hors de prix, d'autant qu'il y a eu un petit peu de spéculation et de hausse des prix sur le marché européen. Bref, en tout cas, grâce à la demande européenne, le GNL américain, le gaz naturel américain, est en plein essor. Il va doubler ses exportations d'ici 5 ans. Avant même la guerre, le secteur misait déjà gros sur le développement du GNL. 14 projets de terminaux de liquéfaction ont été approuvés aux États-Unis ces dernières années, les premiers attendus pour 2024, soit le double du nombre d'installations actuellement en service. D'ici 5 ans, on pourrait doubler les exportations de GNL. Évidemment, il faut qu'il y ait des clients. Si les clients vont se fournir en Russie, ça va compliquer les choses. Donc, on fâche le client avec son producteur et on vient le remplacer, bien entendu, pour un prix largement supérieur. En attendant, les groupes gaziers américains profitent déjà financièrement de l'élan. Ils se désendettent, rachètent leurs propres actions et continuent aussi d'investir. Nous sommes noyés sous le pognon des imbéciles. Pour autant, si le marché du gaz naturel tend à devenir de plus en plus mondial, il conserve une dimension régionale qui occasionne de forts écarts de prix. Le tarif de référence européen TTF est ainsi actuellement le sextuple de son équivalent américain, qui est plus élevé que le gaz russe d'ailleurs. Or, les producteurs américains facturent leur gaz à l'export à un prix proche de la référence américaine à des intermédiaires ou des compagnies énergétiques européennes qui acheminent ces cargaisons vers l'Europe et les revendent au prix européen. Ça, c'est un peu les mêmes combines que le pétrole russe qui va en Inde, qui est raffiné en Inde et qui est revendu au prix fort à ces idiots d'Européens. Là encore, je vous renvoie à la série sur le suicide organisé de l'UE, je mettrai les notes.
Donc bien évidemment, les producteurs américains sont pas débiles, ils savent très bien que le produit qu'ils vendent est revendu 7 fois le prix en Europe. Et tout ça, c'est en fait les mêmes groupes, bien souvent. Enfin, cette segmentation de dire il y a les entreprises américaines d'un côté puis européennes de l'autre, c'est de la connerie. Parce que Total, ils ont des intérêts en Russie, ils ont des intérêts aux États-Unis, en Europe, etc. Et à la fin, ils sont fâchés avec les Russes, c'est pas grave, on fera l'argent avec les Américains. C'est pas un problème. Bref, donc tout ça posait des problèmes de gazoduc aux États-Unis pour acheminer tout ça vers les ports. En tout cas, ils sont en train ils ont réussi à fâcher les Européens avec leurs producteurs d'énergie pas chère, et puis ils sont venus les remplacer, et tout ça au nom de la morale et du bien, et de la lutte contre les méchants, et ils se sont débrouillés pour que les Européens leur achètent une énergie hors de prix dont ils n'ont pas besoin. Et après ça, l'industrie européenne délocalise aux États-Unis pour profiter non seulement de politiques agressives sur les aides, qui sont interdites en Europe, mais aussi de prix de l'énergie plus bas. Ils sont gagnants sur tous les tableaux. Et donc, le petit scandale qui est sur le point d'arriver maintenant, prochainement, c'est que les Américains sont en train de faire pareil avec le nucléaire. Un petit réacteur nucléaire américain sur le sol européen dès 2029, selon John Kerry. Alors lui, c'est un sacré filou. Donc comme on va le voir, les États-Unis continuent à utiliser leur politique étrangère en fait pour faire du commerce. Les intérêts commerciaux des États-Unis et les intérêts diplomatiques sont totalement imbriqués, liés, comme on va le voir. Donc les États-Unis visent à déployer le premier petit réacteur nucléaire modulaire de fabrication américaine en Roumanie et en Tchéquie d'ici 2029. Donc il s'agit de petits réacteurs nucléaires allant jusqu'à 300 MWh par unité, qui peuvent être assemblés en usine et livrés dans des zones reculées où la couverture réseau est limitée. Bon. Monsieur Piat a visité l'université de Bucarest lors de son voyage en Roumanie au début du mois. Il y a annoncé un financement européen pour la construction d'un simulateur destiné à renforcer les capacités afin que, lorsque le nouveau petit réacteur modulaire de Nuclear Electrica machin truc sera mis en service, la Roumanie dispose d'un capital humain et de techniciens nécessaires à l'exploitation de cette installation. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les États-Unis sont en train de monter sur fond américain une petite école en Roumanie pour former les Roumains au matériel américain. Donc après, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Pas du matériel français, non. Ils vont acheter américain. Les États-Unis payent les formations de ces gens qui seront obligés d'acheter leur matériel puisqu'ils sont formés à ça. C'est un peu la même stratégie que Microsoft de rentrer dans les écoles et de faire former les élèves sur Word, sur Excel, etc. Une fois que les mecs sont formés à ça, quand ils vont dans le monde de l'entreprise, ils disent « Moi j'ai appris sur Word, j'ai appris sur les logiciels Microsoft. » Donc après, tout le monde utilise ces produits. Alors, Nuskiel a reçu l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire aux États-Unis pour la conception de son 50 MWh en 2020. L'entreprise a également reçu une certification de conception en 2023, ce qui fait d'elle le premier et le seul petit réacteur modulaire à atteindre ces 2 étapes. Donc tout ça est intégré au projet Phoenix, et non pas Super Phoenix, qui a été explosé en France par les écolos et Macron, enfin bon bref, l'équipe de débiles habituelle. Donc le projet Phoenix qui vise à remplacer les centrales du charbon polluantes d'Europe centrale et orientale par des petits réacteurs modulaires. On va venir prendre le contrôle de l'électricité dans la moitié de l'Europe. C'est ça qu'ils sont en train de te dire. Le projet Phoenix a été annoncé lors de la COP27, parce que tout ça c'est pour la planète, bien sûr, c'est absolument pas pour l'influence des États-Unis en Europe. Monsieur Kerry a déclaré que des propositions de projets émanant de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne ont été sélectionnées pour participer au projet Phoenix et qu'elles bénéficieraient d'un soutien pour les études de faisabilité relatives à la conversion des centrales à charbon, j'imagine, en réacteurs à neutrons multiples. Donc non seulement on paye pour former vos gens, mais on paye aussi les études de faisabilité pour le reclassement de vos vieilles merdes de centrales nucléaires, de centrales à charbon. Lors de son séjour à Bucarest, M. Kerry a également lancé un guichet unique pour le soutien aux petits réacteurs nucléaires, enfin aux petits réacteurs modulaires, qui fournira aux pays d'Europe et d'Asie des formations et des conseils sur le déploiement des petits réacteurs modulaires. Voilà. Donc on va là aussi. Si vous avez besoin de renseignements, de formation, d'études, de soldes, de ce que vous voulez, on vous les paye, il n'y a pas de problème. Parce que le nucléaire est un élément important de la transition énergétique, n'est-ce pas? Monsieur Piat ajoute que le projet Phoenix montre comment nous réutilisons les infrastructures du passé pour soutenir les technologies de l'avenir et les rendre plus propres, plus vertes, plus résistantes. Mais bien entendu. Alors ça ne s'arrête pas là, parce qu'une fois qu'on a financé
la formation des gens, les études, etc. Il faut financer les projets en eux-mêmes. Lors du sommet de Bucarest, les États-Unis ont annoncé une contribution de 300 millions de dollars au fonds d'investissement des Trois Mers, a déclaré M. Piat, ajoutant que l'argent sera utilisé pour améliorer la connectivité et accélérer la transition vers l'énergie propre. C'est-à-dire, vous allez acheter nos merdes de réacteurs nucléaires modulaires, voilà, citant le nucléaire civil parmi les technologies éligibles au soutien, aux côtés de l'éolien, du solaire et de la géothermie. Donc, les États-Unis débarquent avec plein de pognon pour former les gens, faire les études, et ensuite ils te font un fonds d'investissement qu'ils dotent de 300 millions, qui sera prêté pour acheter du matériel américain. Donc ça commence à faire beaucoup de subventions aux solutions américaines, tout ça. À titre d'exemple, M. Piat fait référence à un nouveau protocole d'accord américano-ukrainien sur la coopération énergétique qui a été signé récemment dans le cadre d'un programme du gouvernement américain de 520 millions de dollars consacré spécifiquement à la reconstruction énergétique de l'Ukraine, dont le nucléaire civil est un élément important. Bon, là encore, on met la main, enfin une fois qu'on a niqué toute l'Ukraine et qu'on a rasé le pays, etc., à travers la reconstruction, on met la main sur les infrastructures du pays. Parce que bien évidemment, un pays ne va pas vendre ses centrales, ses ports, etc. Il le fait parce qu'il est obligé. Et tu peux le faire par la dette, tu peux le faire aussi par la guerre, et puis ce genre de petits projets de reconstruction qui viennent après. Alors l'industrie européenne, elle pleurniche. Hein, les conditions de la concurrence ne nous conviennent vraiment plus. Donc on a Nuclear Europe, qui n'est pas autre chose que le lobby professionnel de l'industrie nucléaire en Europe, qui a déclaré que l'UE, contrairement aux États-Unis, ils n'avaient pas la capacité financière de projeter son industrie comme ça en allant dans des pays en leur disant on va former les gens sur fonds publics, faire les études, financer en plus sur fonds publics, même si c'est des prêts, pour que l'industrie européenne puisse, comme ça, se développer à l'international. Non, il n'y a rien qui est prévu. Et alors non seulement il n'y a rien qui est prévu pour aller à l'international, mais même en Europe, l'Union européenne, vous allez le voir, interdit le développement du nucléaire. Ils te disent ici quand même le fonds pour la transition juste de l'UE, qui est destiné aux pays pauvres de l'Est de l'Union européenne, interdit explicitement aux projets nucléaires de recevoir un financement européen. C'est quand même formidable. L'Union européenne nous capte déjà des capacités de financement, puis ensuite ils nous interdisent de développer le nucléaire. Les Américains débarquent avec toutes leurs ressources, ils disent on va le faire à votre place, vous en faites pas. Tout va bien se passer. Formidable. On se tire une balle dans le pied. Alors bien sûr, M. Piat a rejeté les suggestions selon lesquelles le projet Phoenix était utilisé comme un véhicule pour promouvoir les intérêts américains en Europe. Non, bien sûr que non. Il s'agit d'une entreprise intrinsèquement internationale. Elle ne concerne pas uniquement les entreprises américaines. Non, regarde, il te dit, Nuskel n'est pas la seule entreprise américaine à développer des petits réacteurs. Il y a aussi Westinghouse, américain. Il y a General Electric aussi, que c'est américain, mais voilà. Et puis il y a d'autres entreprises innovantes comme TerraPower, X-Energy. J'ai pas été voir, mais ça me semble américain. Donc bien sûr, après tout ça, le responsable américain a exprimé l'espoir que les entreprises américaines soient choisies pour le grand appel d'offres nucléaire civil de la République tchèque, soulignant l'engagement durable des États-Unis envers notre alliance avec la République tchèque. Voilà, on s'engage envers vous. On vous noie sous le pognon. C'est-à-dire que je ne sais pas qui a répondu à cet appel d'offres, mais s'il y a des entreprises françaises du nucléaire, est-ce qu'ils ont proposé de payer pour former les gens, pour faire les études, pour fournir encore le financement ? Pas sûr, hein. Est-ce que la France aurait le droit de faire ça en République tchèque ? Est-ce que ça ne contreviendrait pas aux saintes règles de la concurrence ? Donc voilà, on laisse le champ libre aux États-Unis sur le nucléaire, qui est l'énergie avec le gaz, l'énergie du 21e siècle. On va l'avoir dans le fion. Et bien entendu, il s'agit pour M. Piat d'accélérer le calendrier, parce que la crise climatique l'exige. Bah oui, c'est surtout pas pour pas que les gens se réveillent et se rendent compte que les États-Unis vont mettre la main sur les 3/4 de l'industrie nucléaire en Europe, qui va devenir le tronc de la production d'électricité, qui va être elle-même l'énergie majeure du 21e siècle. La dinguerie ne se limite pas à ce fameux fonds pour la transition juste machin truc, c'est-à-dire que à toutes les étapes du financement possible et imaginable, le nucléaire en France ça devient un casse-tête. C'est-à-dire que c'est même pas se projeter dans le développement en Europe, ni même à l'international, c'est-à-dire que même en France, on te casse les couilles pour financer le nucléaire. On ne sait toujours pas comment on va financer les 13 ou 14 EPR que le gouvernement a annoncé.
Bruno Le Maire a assuré que cette question épineuse sera résolue d'ici fin 2024. On met 10 ans à construire un EPR, faudrait peut-être pas trop traîner sur la paperasserie. Mais non, voilà, il y a des critères essentiels, il faut un coût du capital faible. Donc c'est-à-dire que la rémunération versée à ceux qui prêtent l'argent doit être faible. Qui a envie d'avoir une faible rémunération? Qui veut prêter? L'accessibilité par les contribuables et les consommateurs, aussi l'aval de la Commission européenne, hein, généralement opposée aux aides d'État, donc encore une fois la Commission européenne qui vient faire chier. Et derrière, c'est les Allemands. Rien n'est arrêté aujourd'hui, mais le schéma de régulation et de financement devrait être précisé d'ici 2024. Voilà, on sait pas. On sait pas. Bruno Le Maire et les députés te parlent de mobilisation du livret A, prêt à taux zéro, mais qui vient d'où? Recours à la dette de l'État et à celle d'acteurs privés. Bon. On n'exclut aucune option, on n'en a surtout aucune. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc les Allemands sont en train de réussir à foutre en l'air l'Europe. Déjà parce qu'ils ont pris des choix débiles sur l'énergie qui sont en train de leur revenir dans la tronche. Et ils font en sorte que leur concurrent potentiel reste le bec dans l'eau. C'est-à-dire, ait les mêmes problèmes qu'eux, hein, à travers l'indexation du prix d'électricité sur le prix du gaz. Et ils continuent de manière complètement idéologique à torpiller le nucléaire parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont fait une énorme connerie, une connerie historique. Et à force de vouloir rester les numéros 1 en Europe, il ne faudrait pas que la France devienne trop compétitive et commence à représenter une menace pour l'industrie allemande. L'Allemagne est en train de foutre en l'air toute l'Europe. Et les Américains sont en train de passer derrière et de rafler la mise. Que ce soit sur le gaz et maintenant sur le nucléaire. Mais on fait l'Europe pour faire le poids, on travaille tous ensemble, main dans la main, dans une communion d'intérêts et d'esprit, parce que nous sommes tous européens, et bien gna gna gna, c'est de la connerie. Voilà où on en est. Il y a aujourd'hui une guerre économique qui se joue entre les États-Unis et le reste du monde d'ailleurs, mais en Europe c'est pareil, où les États-Unis ont une politique extrêmement agressive pour nous forcer à acheter leur GNL, pour torpiller l'industrie en Europe, à travers justement l'augmentation des prix de l'énergie et les subventions qu'ils font aux États-Unis pour attirer les entreprises européennes. Et puis maintenant, ils sont en train de mettre la main sur des infrastructures vitales qui sont les centrales électriques, et notamment nucléaires, qui va être l'énergie du 21e siècle avec le gaz. Et ils sont en train de se positionner et de mettre la main en fait sur la base de l'économie, qui est l'énergie. Et après ça, ils contrôleront complètement l'Europe. L'Europe sera complètement dans la main des États-Unis. C'est déjà le cas sur tout l'aspect militaire avec l'OTAN, où les types sont complètement soumis en termes de politique étrangère et d'achat de matériel militaire soumis aux États-Unis. Ils achètent tous des F-35, ils sont l'Europe, il faut faire l'Europe de la défense, etc. À chaque fois, c'est un désastre où les Allemands cherchent prétexte des coopérations européennes pour en fait piquer les technologies des autres la plupart du temps. Hein, on l'avait vu déjà un peu avec Airbus, avec le projet SCAF, avec des projets comme ça. Et puis, le Rafale français, qui est un bon avion, ne se vend pas en Europe, parce qu'ils sont tous soumis aux Américains. Et ils achètent leur matériel. Et maintenant, ça va être pareil avec le nucléaire. Voilà. Et qui gueule contre ça? Personne. Mais il faut faire attention à l'ingérence russe et chinoise. Faites gaffe. L'ingérence américaine, ça ne pose pas de problème.